Donc bonjour Madame Berthet. Mhm. Je suis heureux aujourd'hui de vous interviewer pour cette première journée vendéenne du TDAH. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Alors, bonjour à tous, donc Déborah Berthet, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'exerce à Nantes, à la fois avec une activité en libéral et au CHU de Nantes en psychiatrie adulte. Ok, merci beaucoup. Alors nous avons préparé quelques petites questions pour y voir un petit peu plus clair entre cette notion de TDAH d'un côté et puis la place du neuropsychologue dans le parcours de soins du patient. Et justement, ma première question, c'est la suivante. Quelle est la place du neuropsychologue dans le parcours de soins du patient TDAH? Alors avant d'aller spécifiquement sur la question du TDAH, je me permets de faire un rapide rappel sur les missions du psychologue spécialisé en neuropsychologie, parce que je ferai pas mal de liens durant l'interview avec cette présentation. On a deux grands volets dans nos missions. Déjà, le volet d'évaluation, de bilan neuropsychologique et le volet d'accompagnement de suivi. Pour l'évaluation, le bilan neuropsy va répondre à une question, à une demande bien particulière. Les deux grandes catégories de demandes, je dirais, c'est plutôt l'orientation diagnostique d'une part, mais aussi il y a tout le versant fonctionnel, c'est-à-dire qu'au-delà du diagnostic, on peut demander un bilan neuropsy pour objectiver les points forts et les points de difficulté du patient afin de mettre en place un suivi adapté, pourquoi pas des aménagements professionnels ou scolaires, etc. Donc il y a vraiment ces deux grands versants. Et le bilan neuropsy, son objectif, donc c'est un outil qui va permettre d'apporter un éclairage complémentaire à l'évaluation globale. Mais c'est un outil qui s'organise toujours avec trois phases différentes. Un ou plusieurs temps d'anamnèse, d'entretien, où on va reprendre ensemble tout le parcours développemental du patient de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Une ou plusieurs séances de tests. Alors en général, une séance de test, ça peut durer environ 2 heures et demie en moyenne, mais après on s'adapte bien entendu à la fatigabilité notamment. Et puis une séance de restitution qui va être une séance très importante, qui va vraiment nous servir de levier pour la suite de l'accompagnement, parce que c'est une séance où on va accompagner le patient à mieux comprendre et à mieux se saisir de son fonctionnement cognitif, à développer les aspects métacognitifs pour la poursuite du travail. Je le précise aussi, le bilan neuropsychologique, c'est de l'analyse quantitative, puisqu'on a des tests qui sont normés, mais c'est aussi de l'analyse qualitative, puisqu'on observe aussi beaucoup les comportements et les signes cliniques du patient face au test. Et puis je précise aussi, je sais qu'un des freins principaux à réaliser un bilan neuropsychologique en libéral, ça va être le coût. Je le précise, de plus en plus de mutuelles peuvent prendre en charge une partie des frais des bilans à partir du moment où le patient a un forfait psychologue. De plus en plus de médecine du travail aussi prennent en charge ces bilans. Donc ça peut être vraiment intéressant quand il y a un impact fonctionnel au travail. Et puis, bien sûr, tous les remboursements de soins exceptionnels auprès de la CPM. Donc voilà, c'était un petit aparté qui me paraissait intéressant à avoir parce que je sais que ça peut constituer un Très frein important, au ouais. bilan. Tout à fait, très important. Merci pour toutes ces précisions. Donc maintenant, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, la place du neuropsychologue, du bilan en tout cas neuropsychologique dans la contribution diagnostique. En effet, le bilan, il n'est pas obligatoire, il n'est pas systématique dans l'orientation diagnostique. Par contre, quand il est nécessaire, pour moi, l'idéal, c'est vraiment en second temps, après une évaluation médicale qui va être globale. Il y a la réalité, j'ai dit dans l'idéal, parce qu'il y a aussi la réalité du terrain, notamment en libéral à nouveau. On sait que les patients ont de plus en plus de difficultés à trouver les spécialistes. Donc, ce n'est pas rare que nous, en tant que neuropsychologues, on soit la porte d'entrée à des demandes de diagnostic. Alors ça, c'est assez complexe. Ça nous met dans une situation d'inconfort. Moi, de plus en plus, j'essaie de proposer juste des temps d'entretien pour ce type de demande, en tout cas, qui vont me permettre d'évaluer la demande, de faire une première évaluation sur les souhaits du patient, et puis en fonction de réorienter si nécessaire. Mais c'est vrai qu'un patient qui va être vraiment dans un objectif diagnostique, avec un impact fonctionnel des troubles importants et parfois des comorbidités, tout de suite, je vais réorienter vers une évaluation médicale qui me paraît vraiment primordiale avant tout. Par contre, s'il y a une demande plutôt fonctionnelle chez un patient qui a un impact des difficultés
plus modéré, qui a plus envie de se comprendre et de mettre en place un suivi assez rapidement. Ça m'est arrivé de proposer un bilan neuropsy avant même une évaluation médicale, parce qu'on sait qu'en effet, la réalité peut être compliquée pour trouver les spécialistes, mais vraiment dans des cas bien spécifiques. Donc, dans l'idéal, après l'évaluation médicale. Et puis, sur le côté diagnostic, je trouve qu'il va être intéressant quand on va questionner des diagnostics différentiels d'autres troubles neurodéveloppementaux, type TSA, troubles du spectre autistique, tous les troubles spécifiques des apprentissages, quand on veut aussi aller regarder du côté de l'efficience intellectuelle. Je trouve que le bilan neuropsy, il va avoir là toute sa place dans l'orientation diagnostique parce qu'on va pouvoir vraiment évaluer tout le fonctionnement cognitif. Je trouve qu'il peut avoir sa place aussi dans les profils un peu plus complexes où le médecin va avoir un peu plus de difficultés à percevoir ce que le patient ressent dans son quotidien, ses difficultés cognitives, etc., quand le patient est peut-être un peu moins informatif aussi. Parce qu'en fait, nous, notre objectif, ça va vraiment être d'évaluer de manière exhaustive tout le fonctionnement cognitif. Au-delà du ressenti du patient, on va vraiment pouvoir avoir cet éclairage neutre et objectif. Et puis, on va pouvoir observer le comportement pendant des séances de tests qui vont être assez longues. Donc, ça nous donne pas mal d'arguments. Mais il y a des limites aussi à ces bilans dans l'orientation diagnostique. Par exemple, chez les patients de haut niveau, on voit beaucoup des patients qui compensent et pour lesquels finalement on n'a pas toujours des résultats significatifs au test et même cliniquement parfois. Donc c'est vrai que là on peut être beaucoup plus limité. Là, On va être... vous parlez spécifiquement du fameux HPI aujourd'hui qu'on entend un petit peu parler à toutes les sauces. C'est bien ça dont vous faites référence. Eh ben, il y a le HPI, mais pas que, en fait, des patients même de bon niveau. Au-delà du HPI, des patients qui ont un bon niveau intellectuel et qui, depuis leur enfance, ont pu mettre en place plein de stratégies compensatoires qui fait que les symptômes sont moins visibles. Et là, en effet, dans nos tests, nous, chez des patients de bon niveau, on peut ne rien voir. Ça arrive assez fréquemment. Cliniquement, on peut voir des choses au niveau des observations plutôt qualitatives, mais au niveau des tests, c'est pas rare qu'on ne voit rien chez les patients de bon niveau. D'accord. Euh, Allez-y si vous Au avez... niveau, alors, une autre limite, quand il y a des comorbidités importantes, Oui. on va être très, très limité, en fait. Chez des patients qui ont, par exemple, des antécédents de trauma, chez des patients qu'on rencontre dans des contextes anxieux ou dépressifs, chez des patients qui ont des consommations. Bien entendu qu'on va trouver des troubles attentionnels et des troubles Oui. exécutifs, mais en fait, à quoi le relier, ça va être beaucoup plus compliqué. Et dans ces cas-là, le bilan neuropsy, à mon sens, il est pas indiqué, en tout cas, dans cette temporalité. Donc finalement, c'est plus le travail d'anamnèse qui va nous permettre de déterminer quand est-ce que les difficultés sont arrivées par rapport à un éventuel psychotrauma ou le début d'un épisode de l'humeur. Exactement, ouais. Plutôt que les tests, en effet, tout à fait. Et de toute façon, l'anamnèse, elle est primordiale. On sait bien que le diagnostic de TDAH, il reste très clinique et qu'on va énormément se baser sur l'anamnèse en premier lieu. Ouais. Autre limite du bilan, on sait que les patients qui souffrent d'un TDAH, ils vont être davantage en difficulté, souvent face à des tâches longues, monotones, répétitives, qui sont peu stimulantes. Or, dans nos bilans, on a des tests qui changent souvent et variés. Alors même si sur des tests attentionnels, parfois il y a des tests qui durent jusqu'à 15 minutes et qui sont monotones, répétitifs, etc. Néanmoins, on est quand même dans des conditions de laboratoire. Et en fait, les patients, souvent, ils sont assez challengés, stimulés. Ça change souvent d'exercice. Et donc, finalement, c'est pas dans ces conditions qu'on observe le plus les difficultés d'attention. D'accord. Donc ça peut être un vrai frein aussi. Donc finalement, un bilan neuropsychologique qui ne serait pas sensible à 100% sur le diagnostic d'un TDAH, soit en lien avec des comorbidités, soit en lien avec la capacité du patient TDAH à se hyper-focus pendant un temps court, Ouais, notamment durant la durée du bilan. ouais, tout à fait. Et puis, en effet, en lien avec ses capacités à avoir développé des stratégies qui font qu'il a déjà utilisé des choses pour contourner et que finalement, on observe moins de choses au test. D'accord.
Ok, très intéressant. Donc, dans les limites principales, voilà ce que je... Alors, je suis pas toujours très exhaustive parce qu'on pourrait faire un entretien de 2 heures, mais je pense, les limites principales. Hmm. Après, ça, c'est pour l'orientation diagnostique. Par contre, dans l'aspect fonctionnel que je décrivais tout à l'heure, là, on va avoir plein de signes, notamment sur les stratégies que le patient met en place, comme je vous disais, sur le bilan. Il va aussi permettre au patient de prendre du recul sur son fonctionnement, ses points forts, ses points faibles, donc développer les aspects métacognitifs, développer l'estime de soi. Et ce bilan sur l'aspect fonctionnel, il peut vraiment bien amorcer le travail thérapeutique qui va être mis en place par la suite. C'est un vrai levier, à mon sens. Ok, bah, merci pour cette réponse bien détaillée. Et pour le coup, là, on n'arrête pas de parler de ce bilan neuropsychologique, mais de quoi il est composé quand on a une suspicion de TDAH et qu'on a enfin, un patient qui est adressé par le psychiatre ou par une autre spécialité d'ailleurs vers le neuropsychologue, de quoi est composé ce bilan neuropsychologique spécifique du TDAH? Donc là, je vais vous donner plutôt une trame, mais bien entendu, tout est adaptable en fonction du patient, de son niveau, notamment scolaire, de sa fatigabilité, de ce qu'on va observer au cours du bilan. On va adapter. Néanmoins, déjà sur la première partie, l'entretien, l'anamnèse, donc une partie essentielle sur laquelle je vais beaucoup me baser. Je vais souvent demander aux patients d'avoir un recueil de données, en tout cas de son entourage, pour avoir des éléments de l'enfance et pourquoi pas venir avec un membre de l'entourage. Aller chercher les bulletins scolaires aussi, j'aime bien demander. Et puis, dans mon entretien, je vais aussi beaucoup me baser sur des questionnaires, notamment le questionnaire de la DIVA. Donc déjà, au niveau de l'anamnèse, il y a ces éléments. Sur la séance de test, alors moi j'aime bien évaluer tous les domaines cognitifs, bien que je me centre sur certains domaines comme je vous détaillerai tout à l'heure. Euh, donc là, c'est pas exhaustif ce que je vais vous dire, mais c'est une grande ligne. J'aime bien déjà commencer par estimer le niveau d'efficience intellectuelle avec la WAIS-4 abrégée. Donc, certains neuropsychologues peuvent faire la WAIS-4 en intégralité. Moi, je préfère faire la version abrégée, sauf s'il y a des questions autour de l'efficience intellectuelle. Mais en tout cas, cette version, elle utilise les subtests les plus significatifs du QI, tant dans le domaine verbal, où j'utilise plutôt les similitudes et le vocabulaire, que dans le domaine visuel, avec les cubes et les matrices, et qui vont permettre d'avoir une estimation de l'efficience. Pourquoi on fait ça? Parce que au-delà de comparer les résultats au test du patient avec des normes, on le compare aussi un peu à lui-même. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre dans le bilan les mêmes capacités attentionnelles, exécutives, etc., entre un patient qui a un niveau intellectuel plus bas versus un patient qui a un bon niveau intellectuel. Donc c'est pour ça qu'il me paraît important déjà d'estimer ce niveau d'efficience intellectuelle. Donc, il y a une sorte de proportionnalité dans l'intégralité des fonctions cognitives du patient. On ne va pas demander la même chose voilà, à un patient à 70 de QI qu'un patient à 130 de QI. Ouais, tout à fait. Et parfois, en effet, chez un patient qui a un très bon niveau, mais après, dans les tests attentionnels et exécutifs, il peut avoir des performances pile dans la moyenne. Ça va signifier pour moi une fragilité, Hmm, d'accord. malgré qu'il soit dans la norme, en fait. Ouais, donc c'est le delta finalement avec son niveau cognitif général qui va compter. Donc Tout à il fait. est comparé à lui-même, c'est vraiment ça. C'est pas comparé à Ouais, l'intégralité de la population. D'accord. tout à fait. Ok, très intéressant. Au niveau attentionnel, il y a une tâche qui est très intéressante, qui s'appelle le D2R, qui va évaluer les processus d'attention soutenue et sélective. C'est une tâche très monotone, répétitive, qui est chronométrée. Il y a une batterie qui s'appelle la TAP, qui est une batterie informatisée, où on a beaucoup de subtests type attention sélective, soutenue, divisée. Donc, c'est une batterie très intéressante. Donc là, je m'arrêterai là sur l'attention. Il y a aussi le CPT, qui est le Conners Performance Test, qui est un test qui dure 15 minutes aussi sur ordinateur. Donc tout ça va vraiment évaluer plutôt l'attention soutenue et sélective. Très important dans la question du TDAH. Pour la mémoire de travail, moi, j'utilise systématiquement les empans auditivo-verbaux et les empans visuo-spatiaux. Et puis, chez les patients de plus haut niveau,
niveau, je vais proposer souvent la PASSAT, qui est un test qui va mettre un peu plus en jeu la mise à jour de l'information et l'attention. Désolée, je vous donne plein de titres de tests. Oui, mais c'est intéressant parce qu'il faut bien qu'on comprenne aussi, nous, comment ça fonctionne et ce qu'on doit attendre de ce bilan. Donc, Ouais, c'est parfait. ok. Au niveau Euh, exécutif, ouais, Dites-moi, c'est je vais. bon, continuez. Ok. Au niveau exécutif, alors j'aime bien avoir une vue d'ensemble aussi, même si je vais aller un peu plus sur tout ce qui est inhibition et planification dans le cadre du TDAH. Sur l'inhibition, le test du Stroop, de la DCAFES, qui est l'équivalent de notre Greffex. Donc ce sont des normes américaines, mais comme c'est un test non verbal, c'est peu dérangeant. Donc c'est un test vraiment intéressant qui va aller regarder du côté de l'inhibition. Et il y a aussi une partie flexibilité. Hmm. Un test aussi d'inhibition verbale, cette fois-ci, ça va être le Hailing test, qui peut être assez intéressant. Au niveau de la planification et de l'organisation, une tâche qui nous donne beaucoup d'informations, ça va être la tâche des commissions, qui va être une tâche où le patient doit réaliser un certain nombre de commissions en respectant beaucoup de consignes, des facteurs de temps, ne pas faire trop de trajets. Donc il y a vraiment beaucoup de consignes à prendre en compte et là, il faut prioriser, mettre en place des stratégies pour réussir à tout faire. Hmm. Qui est assez intéressant. Il y a le ZO de la BADS aussi, qui va évaluer les mêmes aspects. Le test des priorités, qui va beaucoup évaluer la priorisation, comme son nom l'indique. Et puis j'aime bien aussi la figure de Ray, puisqu'elle va donner aussi des indices sur la planification, mais plutôt sur un versant viso-constructif. Ok. Et puis le reste des fonctions exécutives avec la flexibilité, donc j'en parlais un peu dans le Stroop de la DCAFE, il y a cette notion de flexibilité. Tout ce qui va être Wisconsin Card Sorting Test, TMT, pour le TDAH, moi je trouve qu'ils sont moins intéressants parce qu'on va moins retrouver de difficultés de flexibilité chez ces patients en général. Et puis chez les patients adultes de plutôt bon niveau, c'est des tests qui ressortent peu en fait, ou dont les résultats sont peu significatifs en général. Donc, ça n'apporte pas grand-chose à ce moment-là. Exactement. Et puis il y a aussi les fluences que je propose souvent pour regarder plutôt les stratégies, mais qui en elles-mêmes apportent peu d'éléments pour le TDAH. Et enfin, tout ce qui va être autour des tests de mémoire à long terme, je trouve que c'est important quand même d'aller évaluer ce domaine-là. D'une part, parce que souvent les patients arrivent en disant j'ai une mauvaise mémoire, et finalement, souvent chez les patients TDAH, ce n'est pas le cas. On finit par dire souvent que c'est pas un trouble de la mémoire, mais plutôt un trouble attentionnel et de stratégie qui impacte sur la mémoire. Donc, je trouve ça important d'évaluer la mémoire. Il y a un test, le CVLT, le California Verbal Learning Test, qui, au-delà de la mémoire, va en plus évaluer, ou en tout cas, on va avoir beaucoup de signes sur le maintien attentionnel, sur les stratégies que le patient met en place. On a beaucoup de signes qui vont être très, très intéressants dans le cadre du TDAH dans ce test. Et Ok. puis, la figure de Ray en mémoire, quand c'est possible, là aussi, elle va pouvoir être intéressante sur cet aspect mnésique. Ok, bon, bah, c'est. Donc ça, c'est la base. Ouais. Et puis, bien sûr, on peut y ajouter les fonctions instrumentales, les tests de cognition sociale, notamment quand il y a une suspicion d'autres troubles neurodéveloppementaux associés. D'accord. Donc là, on s'écarte un petit peu du TDAH et on va dans le TND en règle générale, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et justement, une fois qu'on a réalisé tous ces tests-là que vous venez de nous décrire, c'est quoi les paramètres dans ce bilan, dans ces tests-là, qui vont être en faveur du diagnostic de TDAH? Alors, imaginons que le bilan est passé dans de très bonnes conditions, qu'il n'y a pas de comorbidité importante, en tout cas, parce que je sais que c'est peu fréquent, mais en tout cas, pas de comorbidité qui sont trop importantes. Il n'y a pas de règles très déterminées. Là, pareil, je vais vous donner des informations assez générales, mais ça va aussi dépendre des patients parce qu'ils sont aussi tous très différents. Le niveau d'intensité des troubles va être différent. Les stratégies qu'ils mettent en place vont être différentes. Donc là encore, on va beaucoup se baser sur notre analyse qualitative pour observer beaucoup de signaux. Et c'est pour ça que souvent, je demande aux patients quelle stratégie vous avez employée. Alors ça, c'est très important. Quelle stratégie vous avez employée? Est-ce qu'il y a des pensées parasites qui sont venues pendant le test? À quoi vous avez pensé?
vraiment faire des débriefs à chaque fin de test pour essayer de voir derrière le test ce qui s'est passé pour le patient. La tendance générale, en tout cas, ça va être au niveau attentionnel déjà. Assez souvent, on observe quand même une attention qui peut se fatiguer, notamment dans les tâches longues, répétitives, monotones. Une attention qui peut fluctuer avec des moments de décrochage. Et puis après, ça repart. Notamment dans ces tâches du D2 ou du CVLT dont je vous parlais. Un effet de distractibilité au souvent aussi, c'est assez présent. Alors, distractibilité à l'environnement, au bruit, s'il y a du passage, s'il y a du bruit dans la rue, par exemple, ou aux objets, à la décoration du bureau, mais aussi la distractibilité plutôt interne avec les pensées. On va beaucoup rechercher des signes d'hyperactivité mentale, ce côté, voilà, le flux de pensée permanent qui peut parasiter l'attention. On va beaucoup rechercher ces signaux-là. On va aussi souvent rechercher des difficultés de mémoire de travail. Et souvent, ça ressort plus en auditivo-verbal, c'est-à-dire que les patients vont plus rapidement surcharger quand il y a un peu trop d'informations auditives d'un coup. Et souvent, dans les tâches d'emprunt, ce que j'observe, c'est qu'on va voir un réel effort mental de la part des patients qui vont avoir besoin de fermer les yeux, qui vont être très concentrés, pour qui ça va presque être douloureux et désagréable, en fait, ces tâches de mémoire de travail où ils se sentent souvent assez surchargés par la quantité d'informations. Donc vraiment, ces côtés donc, très attentionnels, dispersion, mémoire de travail, effet de surcharge. Et puis, un autre domaine aussi autour de la planification, de l'organisation et de l'inhibition, où on va souvent voir des patients, souvent, encore une fois, c'est pas une règle, hein, mais des patients qui démarrent vite les tâches, qui se précipitent, qui ne lisent pas toutes les consignes avant de démarrer, et puis avec un défaut d'inhibition verbale, avec donc, ce flux de pensée en permanence et ce manque de filtre par moment aussi dans l'interaction et dans les tests. Ça, je dirais que c'est les grands signaux qu'on va rechercher dans nos bilans. D'accord. Ok, donc ça fait déjà quand même pas mal d'informations aussi à récupérer pour pouvoir classer le patient dans ce profil potentiel. Parfait. Alors, là, j'avais une autre question aussi, parce qu'une fois qu'on a posé le diagnostic et qu'on prend en charge le patient pour son TDAH, euh, est-ce qu'il y a des éléments, vous, dans votre bilan, dans votre évaluation, qui vont permettre de différencier des profils? Et une fois qu'on a différencié ces profils-là, est-ce qu'il y a un intérêt à proposer une prise en charge plutôt que l'autre? J'entends la prise en charge médicamenteuse versus la prise en charge psychothérapeutique ou de remédiation cognitive. Oui, à mon sens, le bilan, il peut permettre d'apporter des éléments complémentaires pour la suite de la prise en charge. Alors, c'est vrai qu'au-delà de la plainte du patient, quant à son quotidien, on va vraiment beaucoup se baser, encore une fois, sur l'anamnèse, la plainte, ses ressentis, c'est primordial. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le bilan peut apporter un argument supplémentaire. Par exemple, je pense pour l'instauration du traitement médicamenteux, parce que si la plainte est importante et qu'en plus de ça, au test, au bilan, on voit aussi que l'impact est franc, il est probable que ça soit un argument supplémentaire pour ça. Encore une fois, à modérer avec les propos d'avant sur parfois on ne voit rien au test, donc ne pas se baser que là-dessus. Mais ça peut être un argument supplémentaire. Les tests, ils vont aussi, enfin les tests, le bilan dans sa globalité va permettre aussi d'observer différents types de profils, plutôt inattentifs, plutôt impulsifs. Hein, ça fait du lien avec ce que je vous décrivais avant. On va avoir beaucoup d'informations pendant ces bilans sur le parasitage, comme je le disais tout à l'heure, interne versus externe. Si j'ai un patient où à l'issue du bilan, la conclusion est qu'il est particulièrement parasité par l'hyperactivité mentale qui le met beaucoup en défaut pour se concentrer, peut-être que j'orienterai vers d'autres types de prise en charge, par exemple de la pleine conscience adaptée au TDAH, versus un patient qui, lui, est plutôt parasité par tout ce qui va être extérieur, le bureau, etc., où là, je vais peut-être plus proposer un suivi où on va travailler en neuropsy sur l'aménagement de l'environnement. Ce sont des exemples, mais
voilà, quel impact a l'anxiété, parce que c'est vrai que pendant les bilans, on peut aussi voir cet aspect-là, en plus de ce que le patient nous rapporte de son quotidien. Et si on ressent que l'anxiété peut avoir vraiment un impact très fort sur ses capacités attentionnelles, peut-être qu'on orientera en premier abord vers de la psychothérapie. Donc tout ça, on peut l'observer un peu au bilan. Tout ce qui va être autour des représentations de soi, de l'estime de soi. Euh, on voit aussi au bilan les patients qui doutent, qui se disent ah, je suis nulle ou qui ont des propos de dévalorisation assez forts. Et ça peut enclencher une discussion aussi sur et le quotidien. Est-ce qu'en effet aussi l'estime de soi est basse? Est-ce que ça vous bloque dans les actions? Et ça aussi, ça peut vraiment orienter sur la suite de la prise en charge. Le niveau de métacognition aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, je vais vraiment regarder pendant les tests ce que le patient pense de ses performances de ses performances, et je vais pouvoir mettre en miroir ce qu'il pense, comment il s'observe versus les résultats au test. Et en effet, si on ressent qu'au niveau métacognitif, il y a besoin de travailler, peut-être qu'on va engager un suivi peut-être plus neuropsy en premier temps. Et puis enfin, sur les stratégies compensatoires, on voit au bilan ce que le patient met en place. Bien sûr, il nous décrit aussi ce qu'il met en place dans son quotidien, à l'entretien, mais pendant les tests, on le voit aussi, il nous le décrit, et ça peut orienter aussi la prise en charge par la suite. Un patient qui a déjà pas mal de stratégies en place, en tête, mais qui va bloquer parce qu'en fait, c'est plutôt l'estime de soi, il n'ose pas, et puis il se dévalorise beaucoup, bah, peut-être que la neuropsy ça sera moins pertinent qu'un suivi en psychothérapie et inversement. D'accord. Donc là, on a plein d'éléments et d'arguments qui peuvent venir dès le bilan pour la suite de la prise en charge. D'accord. Et justement, on entend beaucoup parler de la remédiation cognitive. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce que c'est, la remédiation cognitive? Et puis, pour notre patient TDAH, voilà, qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver chez le neuropsychologue pour sa séance de remédiation cognitive? Mm. Alors, la remédiation cognitive, notre objectif, nous, ça va être d'avoir un axe assez psychoéducatif. Donc déjà que le patient puisse mieux comprendre son fonctionnement cognitif et mieux s'observer. Ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie d'une des bases. Et puis, en parallèle, ça va être de travailler avec lui la mise en place de stratégies de compensation pour qu'il soit moins gêné dans son quotidien. Des stratégies, il y en a plein. Nous, on en propose, mais on peut aussi s'appuyer sur leur créativité. Vraiment, ça dans le travail, ça peut être très intéressant. Ça peut être apprendre à fractionner le temps de travail chez quelqu'un qui va avoir beaucoup de difficultés à mobiliser son attention à long terme, aménager l'environnement, comment je vais instaurer des récompenses pour me motiver, pour m'aider à la mise en action. Alors voilà, ça peut être très varié, mais c'est vraiment trouver des stratégies ensemble pour contourner, pour pallier aux difficultés et des stratégies qu'on maintient dans le temps, des stratégies qu'on automatise pour gagner en confiance, en espace mental, et puis une boîte à outils qu'on se constitue. Alors, je connais ça comme stratégie, ça, et puis en fonction du contexte, je vais pouvoir utiliser cette stratégie. Donc, au-delà d'accompagner le patient à mieux se connaître et se comprendre, ça va être comment trouver ensemble des stratégies qui sont adaptées à son fonctionnement et pas forcément à une norme. Il y a beaucoup de patients qui arrivent en disant j'arrive pas à mettre en place un calendrier dans ma cuisine. Tout le monde me dit qu'il faut que je le fasse, mais ça marche pas. Bon, bah, peut-être que c'est parce que c'est pas votre mode de fonctionnement. Alors, on peut le travailler si ça vous paraît important. On va essayer comment on le met en place dans ce cas-là. Mais sinon, c'est peut-être que c'est pas un outil qui vous convient. Donc, c'est aussi vraiment accompagner les patients à accepter leur fonctionnement aussi. Très important. Arrêter les il faut, je dois, mais voilà, ça c'est mon fonctionnement. Comment l'accepter? Comment faire accepter à l'entourage aussi, très important. Et puis comment travailler sur des stratégies qui peuvent m'aider. Et donc, en fait, souvent, moi, je préconise des séances toutes les 2 semaines de 45 minutes, 1 heure, sur lesquelles on va vraiment travailler ensemble des stratégies. Le patient va les essayer dans les semaines à venir, et puis on refait le point la semaine qui suit. Et puis, petit à petit, on part sur des stratégies pas trop exigeantes pour qu'ils puissent facilement réussir et être plutôt dans un cercle vertueux, encourager la réussite, et puis petit à petit, monter le niveau de difficulté. Et finalement, une prise en charge qui est personnalisée, parce qu'il n'y a pas de standardisation de la remédiation cognitive, c'est en fonction du patient, de ses points forts, de ses points faibles et de son fonctionnement du quotidien. Ouais. Il y a des
programmes hein, qui existent, bien sûr. Moi, on pioche un peu dans les programmes, mais c'est vrai que dans le côté individuel, en effet, je trouve que ça peut être intéressant de se baser vraiment à la fois sur les plaintes du patient, le bilan, et puis ce qu'on arrive à travailler progressivement en séance. Le protocole, ça peut bien fonctionner, le programme bien défini, mais avec ces patients, je trouve aussi qu'il faut beaucoup de flexibilité. Le côté il faut, je dois, le côté très routinier, ça marche pas toujours avec ces profils-là, donc il faut aussi faire preuve de créativité et s'appuyer sur la leur, Oui, qui sont parce très qu'en fait, créatifs. Ouais. ils sont très créatifs et plus ça vient d'eux, forcément, plus ça va être intéressant et plus facilement ça va être conservé dans le temps. Donc j'aime beaucoup m'appuyer sur eux aussi. Et donc, pour compléter un petit peu notre dernière question, Madame Berthet, c'est quoi la prise en charge psychothérapeutique pour le patient TDAH? Qu'est-ce qui est disponible pour lui? Alors, il y a plusieurs options. Là encore, je ne serai pas exhaustive, mais ce qui me vient en premier temps, c'est déjà les psychothérapies souvent orientées cognitivo-comportementales. On sait que ce sont des psychothérapies qui fonctionnent bien pour ces patients, qui vont pouvoir vraiment travailler sur les schémas, les croyances, les émotions, apprendre aux patients à mieux s'observer, travailler sur l'impulsivité, les comportements de procrastination et possiblement sur les comorbidités. Donc, moi, je suis pas spécialisée dans ces thérapies-là, mais c'est vraiment pour moi le mixte neuropsy et thérapie cognitivo-comportementale fonctionne très très bien pour ces patients. On a notamment monté à Nantes un groupe avec Quentin Ergueta, qui est mon collègue psychologue qui est très orienté vers ces thérapies, un groupe pour des patients adultes TDAH qui mixe vraiment ces deux approches. Pendant 8 séances de 2 heures, en fait, on va vraiment travailler sur de la psychoéducation, sur apprendre à s'observer, apprendre à travailler sur les schémas, les croyances, tout en partageant les stratégies très cognitives du quotidien, avec des exercices entre chaque séance. Et ça a été particulièrement riche. Pour l'instant, on a fait un essai. On relance un groupe là à partir d'octobre. Mais en fait, ce lien-là, il est entre psycho et neuropsycho, nous a paru vraiment intéressant et pour les patients aussi. Alors, le format groupe aussi l'est. Et on a vraiment vu dans nos questionnaires pré et post, notamment des changements sur, au-delà de l'impact fonctionnel des symptômes, puisqu'on a fait aussi une séance à 3 mois du programme. Donc, on a vu un changement sur l'impact fonctionnel des symptômes, mais aussi beaucoup sur l'estime de soi. Et en fait, ça nous paraît assez central parce que plus elle va être positive, plus le patient va tester, essayer et ne plus être dans cette boucle un peu négative de je suis nul, j'y arrive pas, on me fait toujours écho de mes difficultés parce qu'ils sont souvent aussi dans ces schémas-là. Donc, c'est des programmes de groupe qu'on va continuer à tester et qui nous paraissent très intéressants. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi tous les programmes de pleine conscience adaptés au TDAH de Zilowska qui peuvent être très intéressants. Et puis, voilà, il y en a d'autres que je ne cite pas, mais tout ce qui est psychomotricité aussi, pourquoi pas. Voilà, tout ça, c'est des axes de prise en charge qui me paraissent très intéressants. Ouais, donc ils peuvent venir finalement soit à la place d'un traitement psychostimulant ou en complément du traitement par un psychostimulant, hein. C'est pas Ouais. exclusif. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'à la place, ça sera plutôt pour les personnes qui ont un impact plutôt modéré des troubles, parce que finalement, quand les difficultés attentionnelles, elles sont sévères, on va avoir un peu plus de difficultés à travailler en thérapie, forcément. Donc c'est vrai que pour les personnes qui rencontrent des troubles sévères, le mix médicaments et prise en charge non médicamenteuse va être très bénéfique. Mais pour les patients qui ont un impact assez modéré, on peut en effet imaginer ces prises en charge en premier temps, ouais, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Madame Berthet, pour cet échange très instructif. J'espère vous voir en chair et en os l'année prochaine pour la prochaine journée du TDAH en Vendée. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était très important de vous associer à cette journée parce que vous avez une place centrale aussi dans le parcours de soins du patient TDAH. Et pour toutes les réponses que vous avez apportées lors de cet échange, je vous remercie. Merci à vous. Bonne Et journée. au revoir.